bonjour. On trouve 13 millions d'hectares de prairies en France, dont 9 millions en prairies permanentes, 3 millions en prairies temporaires et le reste, ce sont des prairies artificielles, notamment la luzerne. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la qualité du fourrage influe-t-elle sur la qualité de la viande? Peut-être que la réponse est déjà dans la question. On en parlera en tout cas tout à l'heure avec nos invités. Et tout de suite, je rejoins Tom, notre jardinier, et Nicolas Brunelière. Bonjour, vous êtes chef de cuisine. Alors Tom, aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? On va parler un petit peu gazon et ce qu'on peut avoir chez nous, une prairie avec notamment les prairies fleuries qu'on pourrait avoir chez nous. Et après, on va mettre un petit peu de piment peut-être sur cette viande. Donc, on va essayer de le cultiver chez nous, soi-même, à la maison. C'est le parfait moment pour les semer. C'est vrai que le piment est de plus en plus employé dans le jardin et on en trouve des variétés très intéressantes. Et il y a une échelle dont vous nous parlerez Voilà, tout à l'heure. pour quantifier la force. Exactement. Allez, tout de suite, on passe à aller en cuisine. Alors Nicolas, vous êtes en pleine activité sur cette belle cuisine. Alors vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Vous allez nous faire fumer la viande dans tous les sens? Absolument. Bonjour. Aujourd'hui, on va bien rigoler parce qu'on va mettre le feu, en fin de compte. On va mettre le feu à du foin qui va nous permettre d'avoir ce côté fumé sur une bavette à l'échalote. Une recette simple, classique, mais avec ce côté un peu différent, sorti de l'ordinaire, avec du foin fumé. C'est vrai que le foin, on l'utilise. Alors, vous êtes accompagné de votre jeune apprenti Lilia, qu'on salue. Bonjour Lilia. Le foin, on l'utilise aussi pour les plats principaux, mais de plus en plus pour les desserts. Ça devient très tendance. Pourquoi? Absolument. C'est une denrée alimentaire comme une autre. Et aujourd'hui, c'est un atout supplémentaire sur une palette de goûts. On peut le faire en fumage comme aujourd'hui, mais aussi en infusion, notamment sur une crème brûlée ou des choses comme ça. Donc on arrive à avoir des goûts différents, avec des utilisations différentes, des techniques de cuisson différentes. Et puis c'est sympa d'avoir ce côté un petit peu terreux, un petit peu odeur de champ. Eh bien, on va découvrir ça avec vous tout à l'heure pour suivre toutes les étapes. Alors, outre les critères classiques de l'humidité, de la protéine, du taux de fibre, d'autres critères doivent être estimés afin de mieux correspondre avec ces fourrages et de contribuer à une meilleure rentabilité de l'élevage, également de qualité de la viande. On en parle avec nos invités. Alors, Véronique Langlais, bonjour. Vous représentez le syndicat des bouchers. Bruno Osson, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicien fourragère. Et puis Philippe Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes un éleveur de blondes d'Aquitaine et vous pratiquez quelque chose d'original, d'intéressant et on va dire d'écolo, c'est-à-dire que vous pratiquez l'élevage sur l'herbe. Tout à fait. En fait, il faut rappeler simplement que la vache est un ruminant. Sa ration de base est l'herbe. Elle a des estomacs pour digérer effectivement l'herbe dans les prairies. Et j'ai basé mon élevage sur une utilisation de l'herbe en priorité. Alors, moi, j'aimerais définir déjà qu'est-ce que le fourrage. Peut-être que Bruno va nous en parler. C'est quoi le fourrage? Eh bien, le fourrage, c'est l'ensemble des plantes qui sont destinées à être consommées par les animaux. Hein. Et on va souvent distinguer d'une part le fourrage des plantes et puis à côté de ça, l'aliment concentré, c'est-à-dire les céréales. Mais la vache est tout à fait capable, parce qu'elle est un ruminant, de bien valoriser l'herbe notamment. Alors Véronique, est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet? Est-ce que la qualité du fourrage influe-t-elle sur la qualité de la viande? Alors moi, j'en suis persuadée pour différentes raisons. Quand vous avez des races qui pâturent, par exemple dans les Pyrénées, ou d'autres qui sont sur des terrains moins ardus, il y a des répercussions. Alors on peut le voir dans le fromage, où c'est vraiment prégnant, puisque quand vous avez des laits d'été, on n'a pas les mêmes répercussions. Et ensuite, l'alimentation a effectivement une répercussion sur la viande, puisque ça influe sur les persillés, sur les tenues des viandes aussi. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilants, nous artisans bouchers, à ce qu'on mangeait les bovins que nous commercialisons. Alors Philippe, vous avez compris depuis très longtemps que le fourrage, l'herbe, avait une influence sur la qualité de la viande et sur aussi la santé de vos animaux. Ça vous a pris comment, quand et quelles sont les observations que vous avez pu faire ces dernières années? En fait, moi, naturellement, j'ai voulu développer un élevage bovin sur mon exploitation, bovin allaitant, basé sur l'herbe, parce que je voulais une certaine autonomie alimentaire de mon troupeau. Je ne voulais pas dépendre effectivement des produits que l'on achète à l'extérieur,
quelles que soient les origines. Donc je voulais gérer cette autonomie. Donc il a fallu... alors mon élevage a augmenté, ça fait 35 ans que je fais de la blonde d'Aquitaine. Mon élevage a augmenté en effectif, mais il a augmenté parce que j'ai augmenté parallèlement les surfaces en herbe. J'ai des terres qui sont de mauvaise qualité, un potentiel limité en céréales. Donc j'ai préféré valoriser ces mauvaises terres pour les céréales en système herbagé. Et en pratiquant, je dirais, donc avec un système, alors on parlait de fourrage, pour moi le fourrage c'est plutôt ce que je récolte pour sécher l'herbe pour donner à manger les vaches l'hiver. Donc je pars plutôt de prairies, au départ temporaire, donc qu'on pratiquait en rotation, qui sont aujourd'hui maintenant devenues des prairies permanentes, donc qui restent toujours en place, mais qu'on essaie d'améliorer. Et pour moi, une bonne prairie, c'est une prairie qui a une bonne diversité. Oui, parce qu'une prairie, ça s'entretient, c'est une culture. Il y a des adventices, il y a des indésirables. Je parle en termes d'herbe. Comment vous entretenez régulièrement la prairie pour qu'elle soit toujours appétante pour vos animaux? Il y a plusieurs techniques. Il y a d'abord, effectivement, je fume mes prairies tous les ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'apporte entre 10 et 12 ou 15 tonnes de fumier tous les ans sur mes prairies, à l'automne. Ce qui permet d'avoir un renouvellement, je dirais, des éléments fertilisants, parce que l'herbe, elle pousse, elle est consommée par les bovins. Mais pour pousser, elle a besoin de nutriments. Donc, ils sont les éléments qu'on trouve effectivement dans la décomposition du fumier. Donc, principalement déjà, une bonne alimentation de l'herbe. J'apporte également un peu d'engrais minéral pour compléter et éviter effectivement d'avoir, par rapport au stress hydrique ou des difficultés de récolte de fourrage, d'avoir un minimum vital de récolte par an. Et puis ensuite, je pense qu'il y a la diversité. Alors, effectivement, l'apport minéral doit être juste, pour ne pas non plus déséquilibrer l'équilibre légumineuse et graminé de la prairie. Mais est-ce que vous scarifiez, alors c'est un grand mot, est-ce que vous aérez le sous-sol pour aérer justement ce sous-sol et donc aérer les racines? Alors effectivement, je parlais de la partie nutrition de l'herbe, et après il y a la partie pâturage ou récolte de l'herbe, qui est importante. En fait, l'herbe, elle pousse surtout au printemps. Et les vaches, quand on les met au pré au printemps, elles n'ont pas, je dirais, la capacité de tout manger. C'est là où en fait on fait la récolte de fourrage, que ce soit en ensilage, en enrubanage ou en foin sec, qui va nous servir de stockage pour l'alimentation hivernale de nos vaches. Et ensuite, elles vont pâturer une partie, et elles vont pâturer le repousse d'herbe après le fauchage, après la récolte en ensilage. Et j'ai une technique que j'ai mis en place depuis 10 ans chez moi, qui est le pâturage tournant dynamique, ce qui permet d'allier effectivement... L'objectif, c'est de ne pas épuiser l'herbe. Vous laissez reposer certaines parcelles, voilà. C'est ça? Mais rapidement. En fait, les vaches avancent au fur et à mesure que l'herbe pousse et elles ne reviennent pas pâturer la même surface avant 20 ou 30 jours. Ce qui permet effectivement d'avoir une herbe toujours nouvelle, une pousse nouvelle. Et ce qui permet aussi par rapport à... Alors je ne clarifie pas, je ne herse pas, c'est les vaches qui font le travail. En fait, le fait d'avoir une herbe qui soit toujours en production et appétante pour la vache va manger toutes les herbes. Les graminées, les plus tendres, les raies gras, les plus durs, les fétuques ou les dactyles, les petits trèfles, sans faire de préférence. Et donc, naturellement, on n'épuise pas une espèce par rapport à l'autre. Et ce qui fait qu'en revenant comme ça régulièrement, et en laissant le temps à l'herbe de pousser, naturellement, on a une flore qui est variée et diversifiée et appétante pour les vaches. Bruno, la prairie est essentielle pour les animaux, mais l'inverse également. Pour les animaux et aussi pour l'homme, puisque il faut rappeler que l'homme est un omnivore et que biologiquement il a besoin de manger de la viande, mais aussi par rapport à l'environnement. Puisque il faut savoir aussi que si sur les 9 ou 10 millions d'hectares de prairies naturelles, il y a environ 6 millions d'hectares qui de toute façon ne pourraient pas être cultivés, soit parce que c'est trop en pente, ou bien il y a des sources ou des rochers, etc. Et que s'il n'y avait plus d'élevage, à très court terme, voilà ce qui risque d'arriver. Vous voyez, c'est cette photo, hein, on l'a vu, c'est le cycle de la nature, c'est l'incendie. Hein. Donc c'est très important. Ce serait l'homme qui serait obligé de le faire à la place des animaux. Tout à fait, oui. Et c'est pour ça, sur 4 aspects qui sont l'azote, le carbone, la biodiversité et aussi la protection de l'eau. Puisque lorsqu'il pleut sur une prairie plutôt que dans un champ ou autre, vous avez davantage d'eau qui pénètre dans le sol. Par rapport au carbone, si j'imagine une exploitation par exemple de 80 hectares avec 60 vaches allaitantes plus la suite, c'est environ 150 tonnes de carbone qui est émis par les vaches et puis par les tracteurs, mais vous avez 500 tonnes de carbone qui est fixé par la prairie. Donc vous avez un bénéfice
énorme pour l'environnement. On a le chef là qui nous enfume, mais dans le bon sens du terme. Hein, donc il met le feu à son foin. On en parlera tout à l'heure. Véronique, vous, c'est très important. Vous avez les bouchers, les éleveurs, les entreprises face à vous. Pour vous, on va au-delà du fourrage. On parle d'alimentation aujourd'hui pour avoir des animaux en bonne santé et des hommes en bonne santé. Voilà, en fait, l'alimentation, c'est aussi la santé, c'est la nutrition. Et il est vrai qu'un animal qui est bien traité et qui est correctement nourri aura forcément des bénéfices sur notre santé. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, que la viande, c'est quand même un aliment essentiel, ça fait partie de notre équilibre alimentaire, que lorsqu'on est un jeune enfant, on a besoin d'en consommer régulièrement, et quand on est aussi âgé, on a besoin d'en consommer 1 gramme par kilo, parce que sinon on développe une maladie qui s'appelle la sarcopénie, qui concerne aujourd'hui 1 million de personnes âgées, où on risque la chute et où on risque la perte d'autonomie. Et c'est essentiellement par un manque de consommation de protéines animales. Ça, on n'en parle pas. Et pour moi, c'est un cas de santé publique. Et pour vous, on dévie un peu, mais c'est important de le dire. On est là pour ça. Mais pour vous aussi, ce qui est important, c'est d'associer au fourrage d'autres, de valoriser d'autres cultures aussi qu'on jetterait en général. Alors voilà, avec nos éleveurs, on a fait un pari, c'est celui d'associer les pertes de certains producteurs, notamment la pulpe de pruneau pour les producteurs de pruneaux. On récupère et on fait ingérer cela à nos bêtes. Et le bénéfice, c'est un équilibrage, hein, parce qu'il ne faut pas que ça fermente, etc. Mais le bénéfice, c'est une jutosité particulière, des qualités organoleptiques, dont de goût particulières, et un persillé. Le persillé, c'est le gras que vous trouvez dans le muscle de la viande, qui n'est pas le gras de couverture, mais qui est à l'intérieur, qui est plein de... Des petites veines blanches qu'on trouve. Voilà, de bons produits et qui fondent en cuisson, mais qui vous donnent une saveur particulière à la viande. On a donc la possibilité avec les pulpes de pruneaux, donc c'est aussi être dans l'évitement du gaspillage. Et puis ça existe aussi chez nos amis normands qui récupèrent les fins de pommes qui sont utilisées pour le cidre. Alors tout ça, c'est un équilibrage, hein, évidemment, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais le résultat en bouche est vraiment appréciable. Et puis également le plaisir, parce que la viande, c'est aussi beaucoup le plaisir, on l'oublie. On est dans un sujet grave et sérieux, mais la viande, c'est la santé, c'est le plaisir et c'est aussi la convivialité. Pour vous donnez aussi à vos animaux des compléments qu'on jetterait en général ou pas du tout? C'est que prairie. Alors, c'est pas que prairie. Alors après, je suis pas j'ai pas de pruneaux. Voilà, je suis pas dans la région des pruneaux. Oui. Je suis pas non plus dans la région de la pomme. Non, en fait, voilà, moi je travaille avec, donc d'abord, la ration de base, c'est l'herbe, récoltée, pâturée l'été et récoltée pour l'hiver. Et par contre, j'utilise les céréales de mon exploitation et les protéagineux de mon exploitation. Donc en fait, je donne de l'orge, des céréales, donc surtout de l'orge et un peu de maïs grain à mes vaches, et également des protéines végétales qui sont des févroles, cultivées sur la ferme, qui rapportent, alors, qui me permettent de ne pas utiliser de soja. Voilà, parce qu'en fait, elles sont prises sur ma ferme. Effectivement, elles ont 2 fois moins de quantité de protéines au kilo. Mais ce n'est pas le problème. En fait, on arrive à équilibrer une ration, on en met un peu plus, on apporte de l'énergie. Voilà. Comme le disait Véronique, la ration, c'est un équilibre de protéines et d'énergie. Donc voilà, moi je complémente effectivement donc mes fourrages, je donne à mes vaches avec des céréales produites et des produits produits sur l'exploitation. On parlera de sécheresse en deuxième partie parce que je crois que tout le monde a son mot à dire là-dessus. Sécheresse pour les prairies, sécheresse également pour l'alimentation des animaux en eau. Mais tout de suite, on retrouve Tom le jardinier. Tom, vous allez nous parler de gazon, mais au-delà de ça, de prairies fleuries qui sont très très tendance aujourd'hui au jardin et c'est tant mieux. Oui, alors il y a plusieurs types de gazon qu'on peut avoir chez soi. Il y a plusieurs usages qu'on peut en faire.
Et puis, il y a surtout des intérêts qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, vous voulez un gazon green de golf bien vert, ça peut être utile, mais on va essayer aujourd'hui de ne plus avoir uniquement cette tendance-là. Par exemple, on peut utiliser de l'herbe pour avoir aussi un mélange bien important de graminées, notamment pour éviter d'avoir une variété qui risquerait de sécher un peu plus. Donc, on va choisir un bon gazon. Un gazon, il est composé de plusieurs espèces et on va essayer, si possible, d'en avoir entre 3 et 5. Rien que ça, vous avez déjà la chance d'avoir un gazon plus vert. Quand on sait qu'on installe un gazon chez soi, c'est qu'on va l'installer plutôt à l'automne. Comme ça, il va déjà s'installer, faire des racines un petit peu en profondeur pour l'hiver. Et là, vous allez déjà gagner quelques arrosages l'été suivant. L'été suivant, quand vous allez arroser beaucoup et passer très souvent. Comme ça, vous êtes certain d'avoir la chance. Vous avez la chance d'avoir un gazon qui pourra avoir des racines qui vont en profondeur et on évite d'avoir un gazon qui vient tout jaune, toute une prairie jaune. On peut avoir le cas notamment quand on l'arrose plus assez. Et puis pour éviter les arrosages, on va plutôt partir là vers une prairie fleurie. C'est une herbe qui vient plus haute. Dedans, il y a de nombreuses fleurs. Et ça, c'est vraiment un truc qui est génial parce que vous allez aussi attirer de nombreux insectes qui peuvent être des auxiliaires et venir, par exemple, butiner vos légumes, etc. Donc une prairie fleurie, c'est aussi très écologique. Ça retient l'eau dans les sols et ça demande nettement moins de tonte. Là, on va voir plutôt une tonte à la mi-juillet, une fois que les fleurs auront fait leurs graines et qu'elles auront les graines qui seront allées dans le sol. Une tonte, au lieu d'avoir une tonte par semaine, des fois au mois de mai, on s'évite un petit peu d'huile de coude. Merci Tom. On rejoint notre ami grand chef de cuisine. Alors aujourd'hui, ça fume, ça flambe, ça associe tous les ingrédients. Déjà parlez-nous de votre plat. Alors nous, on a décidé de proposer aujourd'hui la bavette, parce que la bavette, ça reste une pièce de bœuf à la fois succulente, à la fois juteuse, à la fois charnue, parce qu'il y a une belle mâche, et puis bien grillée. Elle a ce goût si particulier qu'est la bavette. La bavette, on aime bien à l'échalote. Moi, j'adore la béarnaise. Alors moi, je fais mes échalotes d'abord dans un côté, je les marine avec la viande, juste avec de l'huile d'olive, et je rajoute de l'estragon pour avoir ce côté un peu béarnaise. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Donc, on a décidé de prendre les échalotes une fois marinées avec la viande et on les fait juste caraméliser dans son jus. On les fait suer et elles caramélisent. Même pas de beurre. Il faut du beurre. Ah oui. Non, il faut du beurre. Le beurre, c'est la vie. Et il me semblait aussi. C'est super important. Ça, c'est pour l'accompagnement. On a décidé aussi de faire des bâtonnets de butternut, juste glacés, donc avec une eau à couvert, une noix de beurre encore aussi ici. Oui, parce qu'on a l'esprit carotte, mais on a le goût butternut. C'est ça l'intérêt, c'est de brouiller un peu les pistes. Aussi, toujours, on est dans ce jeu de texture, de recherche, de surprise. Et c'est vrai que vous n'êtes pas fait avoir. Bravo. Alors maintenant, le cœur du réacteur, là, c'est quoi? Le cœur du projet aujourd'hui, c'était de parler du foin. Le foin, c'est vraiment la base qu'on peut retrouver dans l'alimentation animale, évidemment, mais de plus en plus aussi sur nos tables, que ce soit dans la décoration, mais aussi dans nos assiettes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient juste fumer notre viande à l'aide de foin. C'est pas grand-chose, ça coûte pas cher, c'est alimentaire. Alors bien nettoyé, bien évidemment, il n'y a pas les escargots, il n'y a pas tout ça dedans. Mais on vient juste le fumer. On a commencé un petit peu et ça va très très vite. Il n'y a pas besoin non plus d'en faire énormément du fumage. Mais ça permet d'avoir la viande qui a ce parfum terreux, nature terre, quoi. Et on est sur un super produit, juste fumé en surface qui va caraméliser à la cuisson, tout à l'heure, quand on va faire ça. Donc il suffit simplement, évitons le plastique bien évidemment, mais on va faire ça dans de l'inox pour nous. Donc on va juste allumer et laisser prendre un peu une flamèche sur le foin. Et à couvert, ensuite, ça va prendre. C'est un foin particulier ou pas? On peut trouver tous ces types de foin chez n'importe quel primeur. Il se fera une joie de vous en fournir. Et là-dessus, sur les producteurs et les commerçants locaux, dans les petites boutiques de quartier, vous allez forcément trouver des gens qui seront ravis de vous vendre ça.
Donc on fait fumer et ensuite on couvre, hein, c'est ça? Ensuite, on couvre, absolument. Et après on va dresser. Eh bien on vous retrouve dans quelques instants pour ça. Alors 9 millions de prairies permanentes. La question qu'on se pose avec le réchauffement climatique et l'évolution justement du climat, c'est la sécheresse. Comment va-t-on faire, vous par exemple qui êtes agriculteur, éleveur, comment on va faire si on a de grandes périodes et on est déjà parfois en alerte sécheresse dans certaines régions et en février-mars? Alors effectivement, c'est inquiétant, surtout quand on base l'alimentation de ces vaches sur de l'herbe, hein, sur la production d'herbe. Ça fait plusieurs années effectivement qu'on subit des stress hydriques et des coups de chaleur importants l'été. Alors déjà, rien que le fait d'avoir un pâturage tournant sans épuiser l'herbe, on constate déjà qu'on a une meilleure durabilité de l'herbe l'été. Et ce que j'hésite pas à faire non plus, moi c'est l'été, si on a un gros coup de sec et on voit qu'en fait on a un manque d'herbe, je retire les vaches de mes prés, je les rentre, je les affourage avec du foin sec pour ne pas perturber la pousse d'herbe. Parce qu'en fait, si on les laisse à l'herbe, même si le foin et l'herbe est desséché, il y a toujours une petite pousse avec une fraîcheur la nuit. Et c'est là où en fait la vache, elle va trouver le petit raigras qui pousse, elle va le manger et elle va épuiser l'herbe. Et l'herbe va mourir, va s'épuiser. Donc on va déjà protéger l'herbe. Donc on rentre les vaches une semaine, 15 jours, on leur donne des fourrages secs, on leur donne de la paille. Et ça, c'est des fourrages secs que vous avez produits vous-même? On a récolté au printemps, quand on a de l'herbe. Et puis surtout, derrière aussi, on va aussi s'attacher à renouveler les prairies. Donc on peut faire du sursemis. On peut enrichir nos prairies avec des semences de prairies pour renouveler un petit peu les variétés et les espèces dans les prairies. Et là, on va privilégier, des graminées qui sont résistantes à la sécheresse. Les raigras, on sait que les raigras sont très sensibles au sec. Ils sont très productifs, mais sensibles au sec. Par contre, on a des fétuques, des dactyles, des fléoles, des graminées qui sont plus résistantes. Donc, on va essayer de sursemer nos prairies avec des graines de variétés de graminées qui soient plus résistantes à la chaleur. Véronique, qu'est-ce que vous en pensez de cette sécheresse et de ce changement climatique face à l'élevage? Alors justement, vous tombez bien parce que je siège à la commission environnement d'Interbev et on a des réflexions qui nous sont demandées par l'Europe pour revoir les méthodes d'élevage. Alors on voit bien qu'on revient en arrière finalement, on est sur plus de bon sens sur l'élevage. Les pratiques de Philippe sont extrêmement plébiscitées puisque c'est le respect de la nature aussi. Que malgré tout ce qu'on dit sur l'élevage qui est défavorable au réchauffement climatique, etc., on voit qu'à l'inverse, heureusement qu'on a les élevages pour préserver nos territoires, pour l'entretien de l'eau, pour la biodiversité, parce que ça laisse de la fraîcheur. Et on a besoin de nos élevages pour revenir dans le bon sens. Puis on a besoin aussi de nos élevages pour le maintien du paysage. Et vous, la sécheresse, qu'est-ce que vous en pensez face justement à l'évolution de ce paysage? Je partage l'inquiétude avec donc le monde de l'élevage. Hein. Et donc, sur les solutions à court terme, comme monsieur l'a dit, c'est dans le choix des espèces. Il y a aussi un progrès génétique qui est attendu, mais le progrès génétique, c'est quelque chose qui est lent. On ne sait pas aujourd'hui pour demain. Hein. Il y a des informations malgré tout qui sont déjà disponibles, notamment sur le rapport production été-automne dans la publication des caractéristiques des variétés. Et puis ensuite, c'est d'essayer de produire plus tôt au printemps, plus tard à l'automne. Comme monsieur l'a dit, peut-être l'été de nourrir ces animaux comme si on était en hiver, mais il faut savoir qu'un animal qui est nourri avec du fourrage stocké coûte 3 fois plus cher, hein, puisqu'il y a le coût de récolte, de stockage, le travail. Hein, et puis ensuite, puisque la production d'herbe est toujours variante, c'est de redécouvrir d'autres fourrages qui viennent compléter. Je pense par exemple à la betterave fourragère qui est particulièrement adaptée aux à-coups climatiques, à la culture de métailles, aux cultures dérobées fourragères. Hein. Et c'est là aussi qu'on voit que les cultures dérobées fourragères nous ont permis de découvrir qu'en fait la vraie agroécologie, c'est la bonne imbrication des cultures et de l'élevage. Mais rapidement, moi qui ai fait aussi mes études un petit peu dans des fermes, etc., c'est-à-dire que l'exploitation également des couches du sol par rapport aux racines, est-ce que c'est une réflexion que l'on a? Il y a des plantes qui sont un système racinaire fasciculé, surface, d'autres un peu plus pivotants. Est-ce que
la réflexion ne vient pas là aussi sur l'étagement des racines Oui, tout à en fait. termes de profondeur? Mais on peut jouer avec, d'une part, l'alternance fauche-pâture, puisque lorsqu'on laisse monter la végétation pour la faucher, le système racinaire s'approfondit. Et puis il y a aussi un petit être vivant dont on n'a pas parlé pendant des décennies, c'est tout simplement le ver de terre. Normalement, une tonne par hectare, et Voilà, c'est vrai c'est qu'il ça. devient de plus en plus rare et que de la réintroduction, entre guillemets, de ce ver de terre est capitale. On n'a même pas besoin de le réintroduire. On reconstitue ces conditions et réapparaît. Il n'y a aucune machine agricole qui fait un meilleur travail que le ver de terre. Hein. Donc revenir à l'essentiel, c'est capital pour augmenter les qualités de son fourrage et donc la qualité de la viande. On retrouve tout de suite Tom. Alors Tom, vous allez nous parler aujourd'hui du piment qui revient en force dans le jardin. Oui, on peut avoir... c'est génial pour aromatiser toute notre cuisine. Et pour ça, on va faire un semis très très simple aujourd'hui. Là, j'ai récupéré un pot. On peut aussi récupérer des pots chez soi. Et on peut soit prendre des piments qu'on aurait fait sécher, par exemple, du commerce, ou acheter des graines. Et on va les mettre juste à germer et après les laisser se développer quelques instants dans un grand pot. Ça va durer à peu près un mois au chaud. Donc, je vais mettre quelques graines à l'intérieur de mon pot. Là, sur un pot d'une telle surface, on va en mettre une bonne dizaine. Là, je les ai mal espacés, donc je vais les reprendre avec les doigts. L'objectif là, c'est vraiment d'avoir suffisamment de place pour qu'ils puissent se développer et faire quelques petites feuilles après leur première feuille avant d'un rempotage dans un godet individuel. Si vous voulez supprimer les étiquettes plastiques parce qu'elles se retrouvent dans le jardin, on passe des semaines et des semaines après à les enlever. J'utilise toujours mes fameux bâtonnets de glace sur lesquels on peut noter la variété et les bâtonnets de glace, ils vont se composter. Choisissez plusieurs variétés de piments, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Et puis regardez, souvent sur l'étiquette, il y a écrit un chiffre de 1 à 10, c'est l'échelle de Scoville. 0 étant pratiquement un poivron, donc le poivron et le piment, c'est le même nom latin, donc ils ne sont pas pigments, ils ne sont pas très très forts, et on peut aller jusqu'à l'échelle 10 avec les piments très très forts, et là on y rentre dans les sauces comme le tabasco, etc. Merci Tom. Alors Philippe, un dernier mot. Parlons aussi un peu rapidement de luzerne de trèfle. On n'en a pas vraiment parlé. Il y a un intérêt vraiment efficace par rapport à la fois au sol et par rapport à l'animal. Tout à fait. Il y a vraiment une utilisation formidable. En fait, voilà, ce qui apporte dans le pâturage et dans les herbages, c'est la diversité. On a parlé tout à l'heure des systèmes racinaires. Les luzernes, l'été, elles résistent parce qu'elles ont des pivots. Ça descend à plusieurs mètres, voire 2-3 mètres de profondeur, qu'elles vont capter l'eau en profondeur. Donc, et elles apportent des protéines, un bon équilibre pour l'alimentation. Les trèfles, pareil. Donc voilà, il faut cette mixité de flore. Et puis ça capte l'azote. Ça capte l'azote de l'air, voilà. Tout à fait. Et par rapport aussi aux cultures intermédiaires, aux cipans qui captent l'azote de l'air. Là, récolter, comme vous le disiez, à l'automne, des cultures qui profitent peut-être d'un peu des pluies, orages d'été. Et on a une pousse d'automne qui permet de sécuriser un peu notre bilan fourrager et de récolter quelques tonnes de matière sèche qui seront utiles si on a consommé un peu de foin l'été, de réconforter nos stocks hivernaux. Voilà. Donc il faut arriver à combler l'alimentation de nos vaches sur l'année. Mais c'est vrai que le couvert végétal est très important pour l'absorption de l'eau, d'éviter l'érosion. On s'en aperçoit de plus en plus. Et le carbone, ça c'est vraiment important d'avoir une couverture au sol. Merci pour ce débat. Merci à tous les trois pour ce débat passionnant. Je retourne vite fait en cuisine pour qu'on voit un petit peu l'évolution de cette recette. Alors chef, ça y est, c'est parti. C'est le dressage, c'est la fin. Là, on a une belle odeur de fumée sur la partie supérieure et inférieure de nos bavettes. On va venir juste les saisir dessus-dessous. Finir encore avec une noix de beurre pour la gourmandise, pour la générosité. Hein, c'est le but. On les fait fumer au foin, on rappelle bien. On les fait fumer au foin avant la cuisson. Avant la cuisson. Et ça va marquer, ça va prendre encore un peu plus de caractère avec la cuisson. Là, on voit bien le persillé dont Véronique nous parlait. Et il est là. Et le goût. Ça donne le goût, c'est ce qui donne le goût. Donc on fait saisir combien de temps? La bavette, c'est rapide. Hein. La bavette, c'est rapide et c'est vraiment dessus-dessous, 1 minute environ. Ça dépend après du morceau que vous avez choisi chez votre boucher, mais c'est assez rapide. Donc il faut être dessus. Et donc après, rapidement, vous les associez avec des légumes. Voilà, on va pouvoir commencer à dresser nos assiettes et puis vous proposer
une petite bavette fumée sympa. Vous nous rappelez les ingrédients que vous allez mettre avec votre... De la butternut en cylindre glacé, du persil, des shiitake sautés, des rouleaux de poireaux, ainsi que des radis en pickles. Donc, Et avec ça, est-ce que vous allez nous faire un petit féculent ou avec quoi on pourrait accompagner comme féculent? Oh, ça serait... regardez le chef, il est mince. Pas de féculent pour le chef. Non. Une pomme de terre, évidemment. Une pomme de terre rôtie, c'est aussi très bon. Juste sauté au beurre aussi, encore un peu de beurre, mais s'il en reste, on peut en mettre là. Merci beaucoup, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.